À la une, les opérations de démolition sont lancées depuis 2 jours. Les pelleteux sont à pied d'œuvre sur le mont Baduel. 14 maisons ont été démolies dans la zone la plus à risque dans la colline. En tout, une centaine d'habitations seront détruites. Un barrage filtrant devant le rectorat. Ce matin, le STEG UTG se mobilise en soutien aux habitants de Camopi qui réclament plus de moyens pour les enseignants dans la commune. Le syndicat tire la sonnette d'alarme pour que des solutions rapides soient apportées. Et puis ce jeudi 15 septembre se tient la fête de la Lune, célébration très traditionnelle chinoise, un moment convivial où la famille se rassemble autour d'un gâteau très spécial. Rencontre avec une famille justement dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette tranche d'information. Je vous le disais, au 8e jour de mobilisation à la CTG, la commission administrative paritaire a bien eu lieu aujourd'hui. Les négociations devaient ensuite y être initiées dans l'après-midi. Elles ont finalement été repoussées à demain. En tout cas, pour l'instant, 13 des 15 points de revendication ont été satisfaits, mais l'on se dirigerait vers une sortie de crise. Écoutons les précisions de la secrétaire générale UTG-CTG au micro de Caroline Alcide. Il reste 2 points de blocage. Il s'agit au fait du recensement de l'effectif des collèges et le délai au fait pour justement remplacer ces effectifs manquants. Et l'autre aussi, il s'agit du recensement de tout ce qui concerne le matériel, les tenues, le pays pour les agents techniques, les véhicules, donc recensement par direction, pour pouvoir aussi livrer ce matériel aux agents pour qu'ils puissent travailler convenablement. Il manque des effectifs dans les collèges. Une cuisine par exemple comme Oxos Cantou où il y avait 10 personnes qui travaillaient, nous sommes passés en août, il ne restait que 3 personnes. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas pris la mesure des choses pour la préparation de la rentrée scolaire? Mais aujourd'hui, c'est vraiment une cuisine qui ne peut pas fonctionner sans personnel. La commission paritaire pour l'installation de la commission administrative paritaire pour les catégories C, bien sûr que l'UTG ira. L'UTG ira, pas parce que cette CAP est conforme, mais pour ne pas encore une fois de plus pénaliser nos collègues, nos camarades qui sont en catégorie C et qui sont en souffrance. Donc nous irons, mais nous avons dit au président, avec l'appui de la réponse du ministère de l'Outre-mer, que le président qui doit siéger cette commission, c'est le président de la CTG et non celui du centre de gestion. Donc nous avons tous les textes, nous avons toutes les réponses du ministère. Donc cette CAP est non conforme, mais nous irons. Pas parce qu'elle est conforme, nous irons pour nos collègues, pour qu'ils puissent aussi avoir une promotion pour cette année 2016 et que cette année ne soit pas blanche pour eux. Toujours au chapitre social, la mobilisation des parents d'élèves de Camopi se poursuit. Depuis 3 jours, les établissements scolaires et la mairie ainsi que la poste sont bloqués. En cause, le manque de logements et de modes de transport pour les enseignants dans la commune. Et ce matin, le syndicat STEG UTG a témoigné son soutien au mouvement. Un barrage filtrant a été mis en place à l'entrée du rectorat pour alerter les autorités sur la situation de crise que traverse la commune. Écoutez les réactions captées sur place par Ayodele Germa. En 2014, un protocole extrêmement détaillé stipulait l'ensemble des revendications des parents et les engagements de la préfecture, de la sous-préfecture et du rectorat. Ces engagements n'ont pas été respectés. Pour quelles raisons? Est-ce que le mot mépris est suffisant pour désigner cette situation-là? Je ne suis pas sûr. Il y avait 2 engagements précis en ce qui concerne le logement, qui sont la base de la crise aujourd'hui. Le premier engagement était de libérer du foncier en accord avec la commune pour permettre la construction de logements. Le deuxième engagement était de trouver des partenaires, des financeurs, la SEM-SAMAR, des partenaires privés pour pouvoir construire ces logements-là. 2 ans plus tard, pas un seul logement n'est construit de terre. Le principal problème au niveau du transport, c'est que rien n'est organisé. Vous savez qu'on a des normes et que dans ce pays, les fleuves sont réputés non navigables, donc pas d'assurance. Le problème, c'est qu'on n'a pas de certification de l'État en termes d'horaire, en termes de tarifs, en termes de respect des conditions de sécurité. Donc on a des enseignants qui doivent se débrouiller au petit bonheur la chance pour pouvoir monter, redescendre, pour pouvoir aller chercher parfois de quoi manger, parfois du matériel pédagogique, parfois aller faire les formations. On interpelle depuis maintenant 3 ans, on a fait un courrier dans ce sens-là, on a rencontré l'ensemble, y compris le secrétaire général de l'époque, sur la question de l'assurance. Si jamais un enseignant avait par exemple sa cargaison qui tombait avec une pirogue qui chavirait, que se passe-t-il? On n'a toujours pas de réponse. Les services du rectorat sont incapables de nous dire dans quelles conditions. On voudrait qu'au rectorat, à Cayenne, on se rende compte de ce que ça signifie qu'enseigner en commune, qu'enseigner à Camopi, qu'étudier en commune et à Camopi. Donc c'est la raison pour laquelle on donne un petit coup de semonce. On montre à monsieur le recteur que ce qui se passe à Camopi, ce n'est pas simplement une commune délaissée.
En tant que syndicat guyanais, on a une devise, vous la connaissez sûrement, roulement manque à la verrotte. Donc pour nous, la question de la solidarité est essentielle. Il n'est pas question de laisser une commune délaissée à ce point-là. La nouvelle a fait l'effet d'un coup de massue pour les agents du Cazenave en droit de retrait depuis la semaine dernière. On rappelle qu'ils dénoncent de mauvaises conditions de travail ne permettant pas l'accueil du public. Eh bien, le rectorat leur a adressé un courrier dans lequel la légitimité du mouvement est remise en cause. Des retraits sur salaire devraient même être effectués. On écoute la secrétaire académique du SGEN au micro de Caroline Alcide. Le 5 septembre, le droit de retrait est exercé sans jamais avoir été contesté. D'ailleurs, sans jamais avoir été traité non plus. Nous n'avons jamais eu, bien sûr, de réunion de CHSCT, reçu les préconisations de l'inspecteur, reçu la liste des mesures prises pour l'employeur. Ce droit de retrait est nié, annulé, effacé. Non, mais ils n'ont jamais quitté le travail. De toute façon, ils sont dans les locaux du rectorat à assurer ce qu'ils peuvent faire sans rien. Les dossiers, passer quelques coups de fil pour les cas qui nous sont signalés les plus urgents. Ils n'ont jamais quitté le travail, ils vont continuer. Ni la qualité de l'accueil aux parents, ni le respect, plutôt des obligations de l'employeur n'ont été respectées dans ce dossier. Bon, si maintenant, monsieur le secrétaire général veut vraiment opérer des retraits sur salaire, qu'il le fasse. Et je pense que ça donnera l'occasion de déposer des dossiers intéressants au tribunal administratif. Interruption volontaire de service public, vraiment quelque chose qui n'est pas encore inscrit dans les textes. Abandon de poste, absence illégale. Voilà, mais le nombre de qualifications, je pense, ne fera pas raison devant un T1. Revenons à présent sur l'affaire du meurtre du jeune Yohan Equinox, tué non loin de son lycée à Bainbridge en Guadeloupe mardi. Une vive émotion est partagée par la population, notamment à Saint-François, la commune d'où il était originaire et où Moïse Dexter et Patrick Curie ont rencontré ses proches. Regardez. C'est la consternation au sein de la famille Equinox après le décès brutal de Yohan, tué à coups de couteau devant son établissement scolaire. Ses proches gardent de lui des souvenirs indélébiles. C'était le frère que tout le monde aimerait avoir. C'était lui le plus informatique de la maison, c'est-à-dire que c'était lui qui pouvait... Vous aviez un portable à bloquer, il le débloquait, il était dans son PC. Je me suis frité avec lui, on s'est battu, on a rigolé. C'était le frère de tout le temps, je faisais du vélo avec lui. Un garçon suffisamment gentil, qui ne posait pas de problème à ses parents, particulièrement à sa maman, puisque son père est mort il y a 1 an. Et il apprenait bien à l'école. Selon les premiers éléments rapportés à la famille, Yohan a refusé de se soumettre. Il s'est battu, il a pris des coups, et non seulement il a pris des coups, il lui a réussi à le blesser à la main. Et ça prouve que c'est mon frère. Il s'est battu juste au dernier faux. Quelqu'un fait pression sur lui pour le voler. Il résiste un peu, mais maintenant, ces enfants qui ont fait pression sur lui ne se sont pas contentés d'essayer peut-être de le frapper simplement, mais qu'est-ce qu'ils ont décidé, armés tels qu'ils étaient, ils ont frappé sans se poser de questions. Et voilà, une vie s'en est allée. La personne qui l'a assassiné, il a eu vraiment beaucoup de chance. Je dis ça parce que je dis pas ça parce que beaucoup de gens me connaissent dans mon lycée, ils savent de quoi je suis capable. Il est préférable que ce soit la gendarmerie qui l'a attrapé et que c'est moi. Et que ce soit moi. Dans sa douleur, le frère de Yohan appelle à une prise de conscience et de responsabilité face à toute cette violence. Votre fils, c'est pas vous qui l'avez éduqué comme ça, mais sachez que chaque enfant ne devient pas voleur du jour au lendemain. On a des prévisibles, on a des signes qui nous le disent, on voit ce qui se passe, comment l'enfant change. Et nous, étant que parents, moi je ne suis pas, mais je parle aux parents de la personne qui a tué mon frère. Je vous dis une seule chose, si vous savez que votre enfant tournait mal, vous aurez fait tout ce qui était en votre possible pour le mettre droit dans le chemin. Je dis pas ça parce que j'ai perdu mon frère, mais nous allons perdre combien d'autres enfants, des familles, des mamans, ma mère qui suis malade, moi qui a des problèmes de santé vis-à-vis sa tension,
Ses yeux sont enflés là, elle peut plus rien faire. Tout ça pour un portable qui lui appartenait même pas. C'était même pas un iPhone, un Samsung. Un Samsung, qu'est-ce que tu vas faire avec le Samsung? Malheureusement, une vie partie brutalement, une vie partie trop tôt. Notez que le gouvernement réagit après l'agression mortelle de Yohan Equinox. Les ministres des Outre-mer et de l'Intérieur, Erika Barretts et Bernard Cazeneuve, ont adressé leurs condoléances aux proches de la victime. Le ministre de l'Intérieur annonce d'ailleurs l'arrivée de 70 gendarmes supplémentaires dans les prochains jours. Bernard Cazeneuve qui indique aussi qu'il sera en déplacement en Guadeloupe du 1er au 3 octobre prochain. Et cet homicide relance la question de la sécurité aux abords des établissements scolaires en Martinique également. Les enseignants, les parents et les élèves se questionnent sur l'encadrement et les moyens mis en place pour assurer leur protection. Loïc Régis et Michelet François. Le meurtre du lycéen de 15 ans tué hier en Guadeloupe lors d'une tentative de vol est un choc. Le drame est présent dans toutes les discussions ce matin devant cet établissement. Ici, les adolescents de la même génération se sentent concernés. La sécurité aux abords du lycée est leur quotidien. Quand on voit certaines personnes passer, parfois, oui, on peut avoir peur. Ça arrive ici, dernièrement, justement, aux alentours, j'avais vu un gars qui se faisait agresser, justement. Donc, ça arrive ici, je pense que ça arrive un peu partout aussi. Ça dépend des cas. Si on vient armé, faudra pas résister, mais si on n'est pas armé, mais franchement, il faudra se défendre. On n'a pas trop confiance après d'aller au lycée comme ça, parce que tout peut arriver. Je trouve que les gendarmes, ils sont pas tellement présents. Ils sont présents que pour la rentrée, mais après ils ne sont pas présents pour les autres jours de l'année en fait. De nombreux parents sont inquiets. Agressions, raquettes, les lycéens sont régulièrement la cible d'individus extérieurs aux établissements. Quand ils sont à l'école, ils sont en sécurité, mais quand ils sortent de l'école, ils ne sont plus en sécurité. Donc s'ils s'en vont sans que leurs parents le sachent, ça peut poser des problèmes, parce que là on ne sait pas comment ça va se passer maintenant. Parce que comme c'est la première année que ma fille vient ici, je suis un peu inquiète, effectivement. Je pense que l'autorité, justement, je me posais la question, est-ce qu'il y avait des caméras tout autour pour la sécurité des enfants et tout? Ce serait peut-être intéressant de proposer cela. Difficile d'avouer un sentiment d'impuissance face aux violences répétées. Si des mesures sont mises en place pour diminuer le nombre d'agressions devant les collèges et lycées, celles-ci restent encore trop nombreuses. On peut toujours s'améliorer. Mais il est vrai que les conditions, les efforts de tous, à l'intérieur des établissements, à l'extérieur des établissements, sont réels. Il y a de la vidéoprotection, il y a la présence de la police municipale, voire et aussi de la police nationale. Mais la sécurité à 100%, ça ne peut pas exister. Les chefs d'établissement comptent sur la présence dissuasive des forces de l'ordre, mais les effectifs sont trop faibles selon les syndicats pour assurer des patrouilles régulières. Il n'y aura jamais assez parce que la délinquance va continuer à augmenter. Premièrement parce qu'on ne pourra pas laisser les policiers, que ce soit nationaux, que ce soit municipal, que ce soit gendarmerie, on ne pourra pas laisser tout le monde devant le collège, le lycée, voire les primaires, H24. On sera obligé à un moment donné de faire autre chose parce qu'on a tellement de choses à faire et la délinquance va en grandissant, donc on aura toujours des problèmes. Pour ce fonctionnaire de police, en cas d'agression, inutile de tenter de résister. En revanche, la victime doit récolter le maximum d'éléments pouvant servir à l'enquête. Je vous le disais en titre, les opérations de démolition ont donc démarré mardi au Mont-Baduel. Une nouvelle rencontre s'est tenue hier avec les habitants pour faire le point sur la situation. Sur les 18 maisons situées dans la zone la plus à risque d'éboulement, déjà 14 ont été détruites. À terme, plus d'une centaine d'habitations seront démolies et sur les 180 familles à déplacer, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Ayodele Germa. Des sanitaires solitaires au milieu des décombres de la première vague de démolition des habitations du Mont-Baduel. D'abord, la zone 4, c'est la proximité du cimetière Cabassou. Cette famille haïtienne vit ses dernières heures dans cette zone à fort risque d'éboulement. Installé ici depuis quelques mois seulement, Francisco poursuit ses démarches d'acquisition d'un titre de séjour pour lui, sa femme et sa petite fille. Après la démolition, il n'a pas d'autre option de relogement. Bien que je suis à peine arrivé, vous savez bien que le travail est vraiment difficile ici, je n'ai pas un boulot, je ne crois rien faire jusqu'à présent. C'est vraiment difficile parce que jusqu'à présent on n'a pas un endroit fixe pour y aller.
Un scénario courant pour les familles en situation illégale. Les autres ont bénéficié d'un plan de relogement. En tout, 180 familles feront l'objet d'une évacuation sur l'ensemble des 4 zones dangereuses. Alors sur cette zone 4, on avait déjà une partie de la population qui avait été transférée dans un gymnase et qui aujourd'hui est relogée. Il n'y a pas, sur l'ensemble de ces familles-là, toutes les familles ont trouvé des solutions de relogement. Il n'y a pas une famille dehors. Et on a rasé les maisons. Ça, c'était la première phase, on va dire, la première phase de destruction. On va continuer sur cette zone 4. Avant la fin du mois, on va détruire toutes les maisons. Et on va essayer de voir, en fonction de chaque situation, si on peut trouver des solutions d'hébergement temporaire ou autre chose. Voilà. L'illégalité des occupations n'exclut pas une indemnisation de certaines familles. Cette possibilité est étroitement réglementée par la loi Letchimy adoptée en 2011. Un fonds spécial permet d'indemniser les occupants illégaux de zones présentant des risques naturels prévisibles. Il faut que les personnes aient construit leur habitation avant la publication, avant la notification de l'enquête publique du PPR. Donc l'enquête publique date de 2001, et donc 10 ans avant, ça fait 91, et il faut que les personnes soient avant l'année 1991 pour pouvoir espérer bénéficier d'une indemnisation. S'ils sont postérieurs à 1991, eh ben, ils n'auront pas d'indemnisation. S'ils sont avant 1991, peut-être qu'ils pourront être indemnisés. Ça, c'est le premier critère. Après, il y a d'autres critères, voilà, et ils doivent prouver quelque part leur bonne foi sur le fait qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un risque naturel et que c'était un terrain qui ne leur appartenait pas, quoi. Au vu de ces critères, la préfecture estime à moins de 5 les foyers pouvant bénéficier de cette indemnisation. Pour l'heure, aucune famille n'a réclamé l'application de la loi Letchimy. Sur une note plus légère, c'est une date précieuse pour les familles chinoises. Ce jeudi 15 septembre correspond à la fête de la mi-automne ou fête de la Lune, le jour où l'on se retrouve avec ses proches pour un moment de partage convivial autour du fameux gâteau de Lune. C'est le cas de la famille Liang, installée en Guyane depuis une dizaine d'années. Elle a tenu à nous faire découvrir ses traditions. Jonathan Lariot. Un thé chaud et quelques raviolis à la viande, des aliments disposés sur table pour accompagner un mets quelque peu spécial. Le gâteau de la Lune, ce mets atypique est le centre de cette journée. Aujourd'hui, c'est la fête de la Lune. Pour l'occasion de la fête de la Lune, on vous invite à goûter notre précieux gâteau traditionnel. C'est un gâteau qui se goûte une fois par an. Il s'appelle au nom de gâteau de la Lune. Chaque année à la même époque, la communauté chinoise célèbre cette fête. En ce jour, la pleine lune serait la plus grande et la plus radieuse de l'année. Ici, c'est en petit comité que l'on prend part à cette dégustation du gâteau de la Lune. Ça dure, je sais pas, ça dure des générations, donc et puis voilà, c'est les traditions pour toutes les familles, on se met ensemble, on dîner comme ça, et puis on fait un gâteau, et puis voilà. Cette fête fait partie des traditions les plus respectées en Asie avec le Nouvel An chinois et la fête du bateau du dragon. Et ici, ne pas être chinois n'empêche pas de prendre part à la célébration. La fête de la Lune, en fait, ça équivaut chez nous au bouillon wara. C'est-à-dire que l'objectif de cette fête-là, c'est réunir la famille, des gens qui sont éloignés. Par exemple, si des gens sortent d'autres communes, ils vont tous se réunir en famille. Il faut vivre ensemble, il faut comprendre ensemble, il faut écouter ensemble, parce que nous tous, dans une école, il y a différents enfants à une seule école. Quand tu vois maternelle, il y a différents peuples, il y a différentes nations, différentes générations. Et moi, je dis oui, c'est quelque chose pour connaître combien la fête de Chinois. Cet événement fête traditionnellement le temps des récoltes dans les années 760. Aujourd'hui, c'est le point de rassemblement annuel de la famille. C'est une fête traditionnelle qui commence à faire depuis des siècles de la Chine. C'est une fête de réunion des familles. C'est-à-dire que nous on réunissons ce jour-là et c'est une fête qui commence tous les 15 août de calendrier lunaire. Et les enfants, ils reviennent à sa famille, à sa grand-père le plus près de côté pour fêter ensemble. Nous mangerons forcément cette gâteau précieuse qui s'appelle au nom de gâteau de la Lune. Le point culminant de la célébration sera ce soir aux alentours de 21h où la Lune sera au paroxysme de son éclat. Le meilleur moment pour déguster son gâteau en famille.
En bref, à présent pour finir ce journal, notez cette mission du lanceur Vega ce soir pour une filiale de Google et l'Agence spatiale du Pérou. Il embarque à son bord 5 satellites et microsatellites d'observation de la Terre. Départ prévu à 22h43 pour une mission qui durera 1h43. Il s'agit du 7e lancement Ariane de l'année. Nous y reviendrons en reportage dans notre édition de demain soir. C'est ainsi que s'achève votre journal. Avant de se quitter, voici le rappel des titres. Les opérations de démolition sont lancées depuis 2 jours. Les pelleteux sont à pied d'œuvre sur le mont Baduel. 14 maisons ont déjà été démolies dans la zone la plus risquée de la colline. En tout, une centaine d'habitations seront détruites. Un barrage filtrant devant le rectorat en soutien des parents d'élèves de Camopi. Le STEG UTG se mobilise. Il réclame plus de moyens pour les enseignants dans la commune. Le syndicat tire la sonnette d'alarme pour que des solutions rapides soient apportées. Et puis, ce jeudi 15 septembre se tient la fête de la Lune, célébration traditionnelle chinoise, un moment convivial où toute la famille se rassemble autour du gâteau de la Lune. La famille Liang nous a conviés pour découvrir et partager ce moment avec eux. Merci vous d'avoir été avec nous ce soir. Ne bougez pas, dans un instant le journal de TF1, puis les programmes continuent sur votre antenne à TV Guyane. Très bonne soirée, à demain.